semaine de fermer l'enseignement secondaire aux filles. Comment se passer des hydrocarbures russes? C'est le grand angle de ce samedi 26 mars. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'indépendance énergétique est au cœur des décisions. L'Europe se refuse à décréter un embargo sur les importations russes qui assurent environ 45% de ses besoins en gaz, par exemple. Alors, comment se passer des hydrocarbures russes? C'est notre grand angle. Avec vous, Slimane Zeguidour, vous êtes notre éditorialiste. On vous retrouve au Forum de Doha. Le Forum de Doha auquel s'est adressé ce matin le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a appelé le Qatar, un des principaux exportateurs de gaz naturel liquéfié au monde, à augmenter sa production pour contrer les menaces russes. On l'écoute. Le futur de l'Europe repose sur vos épaules. Je vous demande d'augmenter la production d'énergie pour que tout le monde en Russie comprenne que personne ne peut utiliser l'énergie comme une arme pour faire du chantage au monde entier. Augmenter la production d'énergie, Slimane, l'appel de Volodymyr Zelensky a été entendu sur place à Doha? Alors, Vladimir Zelensky a été écouté avec beaucoup de sympathie, mais l'augmentation de la production et son exportation de gaz pose trois gros problèmes, même si la volonté est affichée de contribuer à ce que l'Europe puisse se passer au maximum de gaz russe. Premier problème, c'est un problème politico-commercial, à savoir que les contrats de gaz qui lient le Qatar aux pays clients, c'est-à-dire le Japon et la Chine et la Corée du Sud principalement, sont des contrats sur le long terme. Ce sont donc des contrats qu'on ne peut pas modifier, on ne peut pas convaincre des clients de baisser le quota de gaz qui leur revient au profit de l'Union européenne. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la singularité du gaz exporté par le Qatar. Contrairement au gaz russe qui est exporté dans son volume naturel par gazoduc, celui du Qatar, c'est du gaz naturel liquéfié, c'est-à-dire que son volume est réduit de 600 fois. Autrement dit, par exemple, 600 mètres cubes de gaz sont réduits à 1 mètre cube pour pouvoir être transportés par des méthaniers. Troisième problème, c'est un problème technique, c'est-à-dire que le gaz transporté par méthanier ultra condensé ne peut pas être déchargé n'importe où. Il ne peut être déchargé pour être absorbé que dans des ports spécialement équipés pour recevoir ce gaz, le regonfler, le regazifier, et cela, tous les ports européens n'en sont pas pourvus. Par exemple, la France ne dispose que de 4 ports qui sont équipés. Ces équipements sont ultra sophistiqués, sont très onéreux, et donc il faudra aussi penser à ses capacités de réceptionner le gaz que peut le Qatar. Enfin, dernière chose, le Qatar produit 170 milliards de mètres cubes par an. La Russie, on exporte en Europe 155 000. Il reste au Qatar que 10% sur le libre marché, c'est-à-dire 17 milliards, et c'est sur ces 17 milliards que l'Union européenne pourrait importer une partie, car l'Union européenne n'est pas la seule demandeuse. Alors, la Russie prédisait mercredi un effondrement des marchés si l'Europe se passe des hydrocarbures russes. Le marché s'effondrera en effet et entraînera les prix vers un terrain inconnu, Slimane? C'est-à-dire, si l'interruption arrive abruptement, j'ai dit qu'il s'agit de 155 milliards. C'est-à-dire que l'économie allemande, qui en dépend à plus de la moitié, serait très fortement impactée pour rester modérée. Et donc, cela peut provoquer des désordres inouïs. Donc, s'il s'agit de mettre le cap sur une importation alternative au gaz russe, et donc se passer à 100% du gaz russe, il faut raisonnablement compter sur un processus qui prendrait des années entières pour pouvoir y arriver. Alors pour s'approvisionner en gaz russe, les Européens paient 600 000 € par jour à la Russie. L'Europe semble prête à tout pour renoncer au gaz russe, mais pas au point de décréter un embargo, Slimane? Alors l'Europe paye 800 millions d'euros par jour, semble-t-il, pour les importations à la Russie. Donc la Russie, comme vous le savez maintenant, exige d'être payée en roubles, c'est-à-dire ce qui obligerait les pays européens à aller acheter du rouble
sur les marchés, donc renflouer la monnaie russe qui s'est complètement effondrée. Ça aussi, c'est un problème supplémentaire qui intervient dans ce marché, dans ce bras de fer absolument inédit et historique entre l'Union européenne, les Américains et les Russes de l'autre côté. Et évidemment, derrière les Russes, il y a les Chinois. Alors, les Européens sont très dépendants du gaz russe. On vient de le voir dans cette infographie. La part est de près de 45%. Et on l'a vu sur ce tableau, aucun pays pris isolément ne peut remplacer la Russie. Mais les États-Unis viennent au secours de l'Europe. Washington s'est engagé hier à Bruxelles à livrer 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié. Le détail avec Luna Guépadoin. C'est un dossier clé pour l'Europe depuis le début du conflit ukrainien. Comment réduire sa dépendance au gaz russe ? Pour ce faire, 2 pistes se dégagent. Les 27 États membres de l'UE ont décidé vendredi de donner un mandat à la Commission européenne pour effectuer des achats communs de gaz, un modèle déjà utilisé pour les commandes de vaccins anti-Covid. L'objectif, faire baisser les prix. Aujourd'hui, nous, Union européenne, nous achetons 75% du gaz qui est fourni à travers les pipelines. Si nous savons avoir une approche beaucoup plus groupée, elle est aujourd'hui très divisée, vous voyez bien qu'on a une capacité bien supérieure à fixer le prix. En regroupant les demandes, la Commission entend diversifier les sources d'approvisionnement. Elle a engagé des négociations avec les grands pays producteurs, Norvège, Qatar ou encore Algérie. Et il y a aussi les États-Unis. Le président américain et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont annoncé un accord. Les États-Unis s'engagent à fournir au moins 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié cette année, ce qui permettrait à l'UE de s'affranchir de 10% du gaz russe pour 2022. Les États-Unis pousseront ensuite le chiffre pour atteindre un objectif de 50 milliards de mètres cubes de livraison annuelle. Cette initiative se concentre sur 2 questions fondamentales. Premièrement, aider l'Europe à réduire sa dépendance au gaz russe le plus rapidement possible. Et deuxièmement, réduire la demande globale de gaz en Europe. Nous voulons, en tant qu'Européens, nous diversifier loin de la Russie vers des fournisseurs en qui nous avons confiance, en nos amis et ceux qui sont fiables. D'après les conclusions du sommet, la plateforme d'achat en commun de l'Union européenne sera également ouverte aux pays des Balkans occidentaux et aux 3 États liés à l'UE par des accords que sont la Moldavie, la Géorgie ou encore l'Ukraine. Bonsoir Serge Anderlin, merci de vous joindre à nous. Vous êtes le correspondant du quotidien français Le Monde en Suisse. Vous êtes le co-auteur de ce livre, Un monde de brut sur les routes de l'or noir. Aux éditions du Seuil, on parle beaucoup de gaz, beaucoup moins de pétrole ce week-end. Pourquoi ? Je crois qu'on est en plein dans cette guerre de l'énergie qu'on nous annonce depuis des années. En fait, depuis maintenant une vingtaine d'années, l'Europe, un peu la tête dans le sable, a vraiment beaucoup dépendu du gaz et du pétrole russe, sans jamais s'imaginer ce qui pourrait arriver si on se trouvait dans une situation où on doit s'en passer, soit que la Russie ferme de son côté le robinet, soit qu'on soit nous contraints de devoir le fermer, et c'est ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années. Alors on vient de le voir dans ce sujet, la décision prise hier d'achat groupé à l'échelle européenne. Est-ce que, en effet, ça va réduire la question des prix ? Est-ce que ça sera efficace, Serge ? C'est difficile de le dire parce que, bon, déjà l'initiative de l'acheter ensemble dans un premier temps va dans la bonne direction. Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait pour les vaccins du Covid dans la crise il y a 2 ans. Au début, au moment où il a fallu faire un effort commun pour les pays de l'Union. Maintenant, je crois que tout le monde est conscient que le mieux serait de se passer de ce gaz russe. Et le principal problème se pose pour 2 pays de l'Union qui sont parmi les plus gros. C'est d'abord l'Allemagne et puis ensuite l'Italie. Les autres pays sont soit plus petits, soit moins exposés au gaz russe. Les Européens tentent de trouver des fournisseurs alternatifs. On évoque le Qatar, l'Algérie, le Nigeria, l'Égypte, l'Azerbaïdjan par exemple. Pas exactement des régimes stables ou des démocraties. Est-ce que ça va poser potentiellement problème aussi ? C'est là que le bas blesse, j'ai envie de le dire, parce qu'on voit aujourd'hui l'appel de M. Zelensky à des pétroliers et des gaziers qui se trouvent réunis au Qatar. J'ai un peu des problèmes avec mon téléphone. Je suis désolé, je fais un peu avec les moyens du bord. On vous entend bien, ne vous inquiétez pas. Non, j'ai envie de dire qu'on va remplacer une autocratie qui a dérivé vers la guerre, qui est la Russie, par d'autres. Et puis, c'est peut-être pas la bonne solution. Rien ne nous permet de dire que le Golfe Persique va rester stable à l'avenir, ni qu'on n'aura pas des problèmes avec des fournisseurs de ce côté-là. On en a déjà eu avec
l'Arabie Saoudite. L'Azerbaïdjan, c'est la même chose. Donc, au fond, j'ai envie de dire, ce qui est paradoxal, c'est que les crises successives, d'abord du Covid, donc la pandémie, puis maintenant la guerre terrible provoquée par la Russie en Ukraine, nous éloignent encore plus d'un objectif qu'on a pourtant annoncé il y a au moins 20 ans, qui est celui de sortir des énergies fossiles et de leur dépendance pour une révolution verte qui solutionnerait beaucoup de choses. Mais alors justement, ça c'est quelque chose qu'on évoque depuis des années. À l'heure actuelle, est-ce que pour diminuer cette consommation de gaz, des alternatives sont déjà dans les tuyaux, si vous me passez l'expression ? Honnêtement, non, en tout cas pas dans l'immédiat, puisque les contrats qui ont été signés d'abord avec la Russie sont des contrats à long terme, donc il sera déjà dur de les rompre. Et puis ceux qu'on essaye de mettre sur pied aujourd'hui, soit avec le Qatar, qui est un des principaux partenaires de cette discussion, puisque les réserves y sont très grandes, ou avec les États-Unis. Les deux sont des exportateurs de gaz liquéfié. C'est le seul moyen de le faire voyager loin. Autrement, c'est des gazoducs, et on connaît notre dépendance aux gazoducs russes. Donc aujourd'hui, je pense qu'on entre dans une problématique qui va pas immédiatement nous donner les satisfactions qu'on pense obtenir en coupant le contact avec la Russie. On doit le couper avec la Russie. Pour autant, si ça nous amène à nouer de nouveaux partenariats qui demain seront problématiques, on n'aura pas beaucoup avancé. Vous évoquez le gazoduc, j'imagine que vous évoquez Nord Stream 2, ce gazoduc qui devait relier la Russie à l'Allemagne en contournant l'Ukraine. C'est une absurdité de le bloquer, selon Moscou. Est-ce que c'est vrai ? Non, ce n'est pas une absurdité du tout. C'est une absurdité pour Moscou, évidemment, parce qu'on comptait beaucoup sur ce tuyau pour doubler la quantité de gaz vendu à l'Europe, sachant qu'on a déjà un Nord Stream 1 qui est en service depuis une dizaine d'années et dont il n'a jamais été question depuis le début de la guerre en Ukraine. Ce qui veut dire que tous les jours, en réalité, de grosses quantités de gaz russe continuent à arriver en Allemagne par ce tuyau-là, qui est un tuyau qui a une dizaine d'années, qui est assez gros et assez efficace. Et il y en a d'autres plus anciens qui aussi, aujourd'hui, sont à plein régime. Volodymyr Zelensky, qui s'adressait ce matin au Forum de Doha, parlait d'un chantage russe via l'énergie. Est-ce que vous partagez son analyse ? Je ne partage pas tout ce que dit Zelensky, puisqu'on le voit tous les jours en vidéo avec différentes personnes. C'est un dirigeant de guerre, donc il est forcé de tenir un langage extrêmement brutal pour nous attirer de son côté. Mais sur le fond, il a raison. C'est-à-dire que la Russie s'est toujours servie de cette arme énergétique depuis maintenant presque 3 décennies vis-à-vis de l'Europe. La première coupure, micro-coupure à l'époque de cet approvisionnement en gaz date de 1996. Donc vous voyez qu'on n'est vraiment pas dans une question récente. C'était il y a plus de 25 ans. 10 ans plus tard, en 2006, il y a eu une autre coupure du gaz russe qui a affecté les pays comme la Pologne, évidemment l'Ukraine déjà à l'époque, parce qu'elle était un pays de transit. Et puis depuis lors, je pense qu'on a toujours su, mais on ne voulait pas le voir, que potentiellement on se retrouverait un peu coincé avec cette dépendance au gaz russe qui n'a fait qu'augmenter. Est-ce que sur ce front de l'énergie, vous diriez que les grands perdants sont les consommateurs européens ? J'ai presque envie de parler d'abord des grands gagnants. Les grands gagnants aujourd'hui, c'est le Qatar, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Ce qui fera sourire certains, puisque ce ne sont pas des pays qui avaient besoin de gagner davantage sur l'énergie et sur son exportation. Sur la consommation, bien sûr que les consommateurs européens sont perdants, les factures augmentent, elles vont continuer à augmenter. Mais j'ai envie de dire d'un autre côté, ça nous permet de réaliser physiquement, par nos portefeuilles, que sortir enfin, et pour toujours peut-être, de cette dépendance aux énergies fossiles passe par une augmentation douloureuse pour nous consommateurs, pour qu'on comprenne enfin à quel point il est urgent de passer à autre chose. Finalement, ce sera un mal pour un bien. Il y a quand même un enjeu autour du climat également. Est-ce que le climat est également le perdant ? On voit par exemple que l'Allemagne relance le charbon. Oui, là, depuis le début de la pandémie, il y a 2 ans, maintenant on ajoute une couche avec cette guerre en Ukraine et on voit clairement que les questions climatiques passent au 3e, voire au 4e, voire au dernier rang. On n'en parle plus du tout. Le réchauffement du climat ne va pas attendre la fin de la guerre en Ukraine pour reprendre sa course. Donc je pense qu'il y a un effet de concentration des énergies, si on peut se permettre ce jeu de mots, sur les questions urgentes du moment. Et on perd de vue l'essentiel, c'est-à-dire le long cours. Et le long cours, c'est de sortir encore une fois des énergies fossiles avec des énergies alternatives. Donc il ne s'agit pas de savoir si, en troquant la Russie pour le Qatar, on aura fait un pas en avant, on aura fait un pas en arrière, mais différemment. Serge Anderlin, le livre que vous avez sorti il y a à peu près une dizaine d'années s'appelle « Un monde de brutes sur les routes de l'or noir ». Qu'est-ce qui a changé en une décennie, fondamentalement ?
Pas grand-chose. Enfin, les acteurs changent tout le temps, c'est-à-dire un pays émerge, un autre s'écroule, un pouvoir est remplacé par un autre, mais on voit toujours que les régimes autoritaires, enfin le pétrole et le gaz, très souvent, pas toujours, mais très souvent, l'habitude de pousser, entre guillemets, sous des terres hostiles à la démocratie. Et puis nous avons besoin de ces énergies fossiles, donc nous avons besoin d'être en affaires avec des gens pas du tout recommandables, avec qui il ne faudrait en fait pas faire d'affaires. Et on voit aujourd'hui avec Vladimir Poutine le chantage énergétique, la dépendance qu'on a vis-à-vis de ces produits, de son énergie fossile, que ce n'était pas une bonne idée de se mettre autant en contact avec lui. Et je pense que c'est une tout aussi mauvaise idée d'aller chercher des alternatives dans le Golfe Persique, par exemple. Et ce sera le mot de la fin pour cette question qu'on se posait, comment se passer des hydrocarbures russes. Merci beaucoup Serge Anderlin d'avoir été avec nous dans 64 minutes. On passe maintenant à la culture avec cette exposition qui rappelle que depuis la prise de pouvoir des talibans en août dernier, des femmes et des petites filles vivent cloîtrées. Son titre, Le rire des amants, une ode photographique dédiée à l'Afghanistan. Voici le reportage de Pascal Achard